de praticiens, atelier donné par Mme Christelle Charlebois, Mme Joanne Haché, Mme Christiane Leclèche et Christine Simard de l'Université TELUC. Un énorme merci, gros merci à l'équipe de l'Université TELUC pour leur implication pour la formation d'aujourd'hui. Merci à tous d'être des nôtres. On a quand même une assez bonne participation. Pour l'instant, une quarantaine de sites, ce qui veut dire au minimum 50 personnes. On vous invite, si vous avez des questions suite à la formation, vous pouvez nous contacter directement le REFAD, et on vous invite également à remplir les fiches d'évaluation qui ont été remises aux personnes ressources de vos sites respectifs. Un énorme merci à l'Université d'Ottawa pour l'utilisation du Pondio. Merci également à l'Université de Moncton de l'utilisation d'Adobe Connect, nos deux bailleurs de fonds pour nos ateliers et tables d'échange 2017-2018, Patrimoine Canada et le SAIC. On vous rappelle que le tout se termine à 13h30 heure de l'Est. Si jamais vous avez des questions, le momentum le permet, les animatrices sont disponibles. On peut toujours continuer sans problème. Si jamais il y a des problèmes techniques, on est débranché sur Adobe Connect, on est débranché en audio. Vous avez seulement qu'à vous rebrancher. Si jamais la sourdine devient trop intense, le bruit de fond ou l'écho devient trop intense, moi je fais débrancher le tout et on se rebranche. Dernier rappel pour tout le monde, sauf le site de Québec et le site de Montréal de la TELUC, étoile 6 tout le monde sur votre clavier téléphonique. Vous pouvez toujours prendre la parole en cours de route, carré 6 sur votre clavier téléphonique pour prendre la parole. On vous invite surtout à lever la main via Adobe Connect ou à utiliser le clavardage. Alors, je souhaite à tous une excellente formation et je laisse la parole à l'équipe de la TELUC. Bien, bonjour à tous. D'abord, je voudrais remercier au nom de mes collègues le REFAD pour cette opportunité d'échanger avec les membres du réseau sur notre réalité de professionnels qui interviennent en rôle conseil, en pédagogie à distance. Cette présentation, elle est inspirée en fait d'un référentiel de compétences qui a été élaboré par la professeure Josiane Basque et moi-même. Ce référentiel de compétences, vous pouvez le consulter gratuitement en ligne. Sur la diapositive, la première diapositive de la présentation, il y a un lien qui va vous mener à un chapitre de livre qui décrit à la fois le référentiel, mais aussi la méthodologie qu'on a utilisée, les sources auxquelles on est allé puiser, et évidemment là, des explications un peu plus étoffées. Dans la zone de clavardage, Alain a aussi placé le lien vers le livre qui vous permet, et le chapitre qui concerne le référentiel. Donc, un référentiel de compétences, ça peut être utilisé pour différentes choses. Par exemple, ça peut être utilisé à l'embauche pour cibler les compétences qui sont requises pour un candidat dans un poste donné. Ça peut aussi servir pour définir un plan de formation. Ça peut servir à un professionnel pour évaluer son propre travail en cours de route. Et ça peut servir pour identifier des pistes de développement professionnel. Alors nous, on s'en est servi beaucoup, en fait, je vous dirais, pour faire cette réflexion sur notre travail et évaluer des pistes de développement professionnel. Alors nous travaillons toutes les quatre en milieu universitaire, mais je veux absolument mentionner d'entrée de jeu que nous sommes intervenus aussi dans d'autres contextes. Et c'est ce qui nous permet de soupçonner fortement que les compétences qui sont requises pour accompagner des experts de contenu en formation à distance, elles sont plutôt semblables, qu'on intervienne au niveau secondaire, collégial ou universitaire. Il y a clairement, selon nous, des recoupements. C'est ce qui nous permet d'espérer que cette présentation-là, elle va être pertinente pour toutes les personnes qui nous écoutent. En fait, peu importe le contexte dans lequel vous œuvrez. Et ça fait partie, en fait, des choses sur lesquelles on aimerait beaucoup vous entendre à la fin de la présentation, à savoir si oui ou non, vous pensez que ces compétences-là, elles s'appliquent dans votre milieu. Pensons aussi que ces compétences-là, elles peuvent être utiles pour collaborer avec d'autres acteurs de la salle, parce que nous, on n'intervient pas seulement avec les experts de contenu, on intervient avec des personnes qui sont en charge de la médiatisation, on intervient aussi parfois avec des étudiants qui sont amenés à collaborer sur des projets, et ces personnes-là aussi, elles ont à intervenir en rôle conseil auprès des professeurs. Donc, on pense que ces compétences-là pourraient aussi être utiles à des experts qui interviennent, par exemple, au niveau de la médiatisation ou des chargés de projet, etc. Ce sera à vous de nous confirmer ça aussi à la fin de la présentation. Alors,
Je reviens en arrière, je suis Christine Simard. Je travaille en éducation des adultes depuis plus ou moins 25 ans. Donc, comme plusieurs présentateurs ici au REFAD, j'ai commencé dans le monde du travail à l'âge de 4 ans, 4 ans et demi. D'abord, j'ai été formatrice technique en milieu communautaire, en milieu corporatif. Et puis, au fil des ans, j'ai évolué vers un rôle qui était davantage celui de conseillère en formation. Je dis toujours que j'en suis venue avec le temps à me décoller sur le front l'étiquette de spécialiste de contenu pour devenir quelqu'un qui avait l'opportunité de travailler avec plusieurs experts de contenu. Et c'est cette interaction-là, moi, que je trouve vraiment très, très, très stimulante dans mon rôle en conception pédagogique. Éventuellement, j'ai voulu aussi renforcer ce lien que je voyais entre la conception pédagogique et l'utilisation des technologies. Et je suis retournée aux études. J'ai fait donc un DESS et puis une maîtrise en éducation à l'Université TELUC, où je travaille maintenant depuis presque 10 ans. Alors, je suis donc, tout comme mes collègues, une spécialiste en sciences de l'éducation à l'Université TELUC. Pour ceux qui ne connaîtraient pas l'Université TELUC, je vais brièvement rappeler que c'est une université francophone québécoise qui est dédiée à la formation à distance. Et dans notre université, il y a un service technopédagogique qui regroupe des professionnels qui accompagnent les professeurs dans la conception et la médiatisation des cours à distance. Nous quatre, nous intervenons en rôle conseil lors de la conception pédagogique des cours qui sont offerts à distance. Et nous tentons de comprendre comment agir avec compétence dans cette profession qui est relativement nouvelle. Alors, pour agir avec compétence en rôle conseil, on se demande, est-ce que ça prend une robuste expertise en conception pédagogique, en pédagogie, en utilisation d'éthique à des fins d'apprentissage? Est-ce que c'est nécessaire ou souhaitable de posséder soi-même de l'expérience en enseignement? On en est venu à conclure que tout ça, c'était très, très, très utile, mais peut-être que ça ne suffisait pas tout à fait. Parce que selon nous, la clé du succès pour agir en rôle conseil, c'est de connaître la fonction conseil. Et chez nous, comme à partout ailleurs, en tout cas d'après les écrits que j'ai consultés et aussi d'après les échanges qu'on a eus avec d'autres professionnels du milieu, donc les professionnels qui interviennent en rôle conseil possèdent des compétences vraiment variées. En technologie éducative, en conception pédagogique, en utilisation d'éthique, en programmation. Mais ce que nous avons généralement en commun, c'est de ne pas avoir été formés spécifiquement pour intervenir en rôle conseil et d'avoir appris sur le tas. Et apprendre sur le tas, c'est exigeant. Et c'est pourquoi nous, on a eu envie de partager avec vous autour d'un référentiel de compétences qui nous a permis de développer une meilleure connaissance du domaine de la fonction conseil. Et on a eu donc envie de partager particulièrement en lien avec notre pratique. Et on est aussi vraiment très contente d'être là parce que ça nous permet de vous présenter une version beaucoup plus élaborée de ce que nous avons déjà présenté dans le cadre de la conférence mondiale sur l'apprentissage en ligne qui avait lieu au mois d'octobre à Toronto, où nous avions au total 10 minutes pour présenter. 10 minutes que, vous comprenez, j'aurais déjà excédé au moment où on se parle. Donc, nous avions dû véritablement comprimer notre intervention. Donc, aujourd'hui, on est content de pouvoir sourire, respirer et parler avec vous et aussi avoir l'opportunité de recevoir vos commentaires et votre contribution de façon plus significative. Alors, le contenu de la présentation, il va s'articuler de la façon suivante. Le référentiel de compétences lui-même contient une dizaine de compétences de premier niveau et chacune de ces compétences-là est associée à un certain nombre de sous-compétences. Alors, notre objectif aujourd'hui, même si on a eu plus d'une heure avec vous, c'est pas de vous présenter chacune de ces compétences-là à tour de rôle. Ce qu'on a choisi de faire, c'est de cibler un certain nombre de compétences
que chacune donc d'entre nous va présenter à tour de rôle une de ces compétences-là et une expérience qui est en lien avec la compétence. Alors, on va débuter avec moi-même et je vais ensuite préciser quand même ce qu'on entend là, par le processus de consultation interne pour que les partages de mes collègues fassent plus de sens, pour les situer. Ensuite, on va enchaîner avec ma collègue Christiane qui va partager autour de la compétence numéro 4, Christelle qui va partager autour de la compétence numéro 6 et ensuite Joanne qui va partager autour de la compétence numéro 3 avant de terminer avec une période d'échange avec les autres personnes qui sont en ligne avec nous aujourd'hui. Alors, je vais donc débuter avec la compétence numéro 10 du référentiel qui est de la capacité de s'engager dans une démarche réflexive sur sa pratique de conseil en pédagogie de l'enseignement supérieur à distance. Moi, je suis une praticienne engagée dans une démarche réflexive. Je me définis vraiment comme ça. Je suis une personne qui auto-évalue ses interventions, sollicite des évaluations sur ses interventions auprès des personnes avec lesquelles elle collabore et qui planifie des moyens d'améliorer ses interventions. Au fil des ans, j'ai expérimenté avec différentes façons d'alimenter ma réflexivité. Et au final, ce que je fais encore aujourd'hui, qui est pour moi le plus simple, à la fin de chaque journée de travail, j'appuie sur mon bouton retour, d'où l'icône que j'ai choisi pour ma diapo, et je me pose les 3 mêmes questions. Qu'est-ce qui a bien marché aujourd'hui? Qu'est-ce qui a moins bien marché aujourd'hui? Et qu'est-ce que j'aurais pu faire autrement? Et ces bilans réflexifs-là, étalés sur plusieurs années, je suis convaincue qu'ils m'ont permis d'améliorer mes connaissances, parce que j'identifiais les choses qui étaient moins robustes, mon efficience, et aussi de maintenir de bons rapports avec mes collaborateurs. Ces bilans réflexifs-là, ils m'ont aussi permis de constater que, par moments, j'avais le sentiment que mon expertise n'avait peut-être pas été pleinement utilisée. Peut-être que mon message n'avait pas bien passé dans certaines de mes interventions. Et ce que je trouvais troublant parfois, c'est que je ne savais pas du tout ce que j'aurais pu faire autrement. Et c'est ce qui m'a vraiment amené à vouloir le mieux comprendre comment intervenir en fonction conseil. Je m'y suis intéressée tellement que j'en ai fait le sujet de ma maîtrise en éducation. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai élaboré un référentiel dans lequel les compétences sont regroupées en 3 catégories. Les compétences relatives au contexte dans lequel nous exerçons un rôle conseil, les compétences qui sont relatives au processus de consultation interne et finalement les compétences qui sont relatives à la compréhension de soi en tant que consultant interne. Alors maintenant, quand mon bilan réflexif quotidien révèle un problème qui est en lien avec ma fonction conseil, j'utilise le référentiel de compétences pour me guider vers une solution. Quand j'ai fait des recherches sur la consultation interne, j'ai découvert qu'il y avait en fait pas énormément d'écrits sur le sujet. Heureusement, il y a de plus en plus de praticiens qui font des maîtrises et des doctorats, donc qui commencent à étoffer les écrits. Mais comme me faisait remarquer ma collègue Joanne, nous, sans le connaître, on le connaît, le processus de consultation interne, parce que, vous m'excuserez le jeu de mots facile, mais le processus de consultation interne, on le connaît de l'intérieur, parce que c'est au cœur de notre pratique. Alors, les principaux éléments, en fait, qui définissent la fonction conseil, selon Massé et Gagné, c'est le but de la consultation, c'est-à-dire notre désir d'apporter de l'aide, le processus spécifique dans lequel cette aide-là est apportée, et finalement le contexte particulier dans lequel la consultation se déroule, qui varie évidemment un peu pour chacun d'entre nous. Les consultants internes sont donc des personnes qui appartiennent à l'organisation, mais qui ne se trouvent pas en ligne directe d'autorité avec le client qui bénéficie de cette consultation-là. Et ça présente des avantages et des inconvénients. Alors, les avantages, vous les connaissez, bien évidemment, on connaît l'organisation dans laquelle on travaille, on connaît ses ressources, on connaît les technologies qui sont utilisées, on connaît les acteurs clés. Du côté des inconvénients, j'aurais envie de répéter
On connaît l'organisation, on connaît ses ressources, on connaît ses acteurs clés. On connaît aussi, et c'est parfois ce qui peut, dans le rôle de consultant interne, être un peu plus difficile à gérer. On connaît les politiques à l'intérieur de l'organisation. On connaît, par exemple, les technologies qui sont utilisées ou pas. Alors, pour donner ça à titre d'exemple, dans un rôle conseil, ça peut être par moments difficile de proposer une technologie si on sait que ce n'est pas la technologie qui est soutenue à l'intérieur de l'organisation dans laquelle on travaille. Il existe des différences assez notables entre le processus de consultation interne et le processus de consultation externe. Le processus de consultation externe, c'est un processus assez connu et linéaire, il est marqué par des jalons, on demande souvent des approbations en cours de route. Le processus de consultation interne, lui, dans les écrits, on le représente souvent de cette façon. Très différent, vraiment très, très, très différent. Et je vais enchaîner donc avec cette traduction libre du schéma que Barnes et Scott ont préparé, qui définit les différentes phases du processus de consultation interne comme suit. Le contact initial, donc quand on cherche à comprendre le besoin du client, à établir des bases dans la relation qu'on a avec lui. L'accord, où on confirme les rôles, les attentes et les actions qui sont attendues de chacun. L'information et l'évaluation, où on cherche à mieux comprendre le problème, où on creuse, on se documente. La rétroaction, où on revient vers le client pour lui faire état de ce qu'on a découvert. L'alignement, où on prend des décisions, qu'est-ce qu'on va faire et comment on va le faire. La stratégie de transition, où on développe un plan, mais qui va être plus détaillé. Peut-être qu'il y aura un échéancier, peut-être on nommera d'autres acteurs qui doivent être impliqués là, dans notre projet, la mise en œuvre, quand on fait le projet, et finalement un retour avec l'évaluation de l'expérience, et puis s'il y a des leçons à tirer de ça au niveau de notre propre apprentissage là, comme consultant interne. Et ça, c'est en rond, et on pourrait s'imaginer que ça se navigue un peu comme une horloge. Là, on part à midi, puis on descend. Mais d'après Barnes et Scott, c'est pas tout à fait ça. C'est un processus où il y a beaucoup d'allers-retours. On les voit ici entre le contact initial et l'accord. On les voit ici entre l'accord et l'information. Donc, on avance, on recule, mais dans certains cas, on fait plus que ça. Alors, d'après ces auteurs-là, le processus de consultation interne, c'est vraiment pas linéaire. Et quand j'ai lu ça, ça m'a fait du bien, parce que je me suis dit, c'est pas juste moi, c'est comme ça. C'est normal de vivre le processus de consultation interne, non pas comme un processus linéaire. Et je voulais vous en parler un petit peu avant de passer la parole à ma collègue Christiane, qui, elle, va pouvoir vous expliquer un peu mieux comment on peut, à l'intérieur de ce processus complexe, adopter des rôles et des stratégies d'intervention qui sont appropriées. Christiane. Donc, je suis Christiane Leclerc. Comme ma collègue le disait un petit peu plus tôt, moi aussi, j'ai complété dans une autre vie, vers l'âge de 4 ans, un baccalauréat en enseignement, puis plus récemment, une maîtrise en technologie éducative. J'ai travaillé dans différents milieux, gouvernemental, universitaire et communautaire. Et depuis plus de 10 ans, j'ai coordonné des projets, j'ai formé des professeurs et des formateurs à la formation à distance et je travaille maintenant à la TELUS depuis 8 ans. Donc, pour ma part, je me suis sentie interpellée par une des sous-compétences de la compétence 4 qui est résoudre les problèmes survenant durant le processus de consultation interne en adoptant des rôles et stratégies d'intervention appropriées. Donc, dans notre quotidien de conseillère pédagogique, nous rencontrons divers problèmes qui nous amènent à porter différents chapeaux afin de les résoudre. Je me souviens d'une situation, entre autres, avec un professeur qui débutait en formation à distance et qui possédait une longue expérience d'enseignement en présentiel. Le professeur en était à concevoir la première semaine du cours et ne comprenait pas l'importance des objectifs d'apprentissage. Pour lui, la matière à transmettre était sa principale préoccupation. Alors, comment l'amener à modifier son approche centrée sur l'enseignement, d'un mode de transmission de savoir, vers un apprentissage centré sur les étudiants? Comment lui faire comprendre l'importance des objectifs d'apprentissage pour les étudiants à distance? Donc, afin de résoudre un problème semblable, nous adoptons des rôles, nous portons des chapeaux, souvent de façon inconsciente.
Et c'est en prenant connaissance de ce référentiel que je me suis aperçue que j'avais développé cette sous-compétence au fil des années dans ma pratique. Donc, lequel parmi ces rôles allait être le plus approprié pour résoudre ce problème? Agir comme instructeur, comme expert, formateur, modèle, observateur réflexif? Comme instructeur, la conseillère est préoccupée par l'apprentissage du professeur. Il exécute la tâche, la conseillère l'observe et lui donne une rétroaction. Le professeur aurait rédigé les objectifs d'apprentissage et je lui aurais offert une rétroaction en lui disant « Vos objectifs sont bien formulés, par contre, celui-ci devrait être modifié de telle ou telle façon. » Comme expert, la conseillère exécute la tâche à la place du professeur. J'aurais rédigé les objectifs moi-même ou je lui aurais dit comment faire. Comme modèle, par contre, la conseillère exécute la tâche tout en expliquant bien le processus afin que le professeur puisse éventuellement être en mesure de la faire lui-même. Par exemple, j'aurais rédigé les objectifs tout en lui expliquant la taxonomie de Bloom, l'emploi d'un verbe qui rend l'objectif mesurable, etc. Et ainsi, le professeur apprendrait à rédiger des objectifs d'apprentissage. Durant le processus de conseil, selon le rôle que nous adoptons, nous prenons une part de responsabilité plus ou moins grande face à l'atteinte des résultats et face à la croissance du professeur. Lorsque nous agissons en tant qu'experts, nous assumons une grande responsabilité face aux résultats, qui est d'obtenir des objectifs d'apprentissage pour le cours, mais très peu de responsabilité face à l'apprentissage et à l'autonomie du professeur à les rédiger lui-même. Et c'est encore une fois en prenant connaissance de ce référentiel que j'ai pris conscience que dans cette situation, agir comme facilitateur m'avait semblé le rôle le plus approprié et j'avoue que ce rôle me convient bien. Dans le rôle de facilitateur, j'assistais le professeur dans le processus, il exécutait la tâche de rédiger des objectifs d'apprentissage et moi, la conseillère, je lui fournissais les connaissances et les techniques nécessaires pour la mener à bien. Et selon le rôle qu'on adopte, nous employons en même temps une façon d'intervenir qui correspond à ce rôle, une stratégie d'intervention. Je ne présenterai pas ici toutes les stratégies, mais seulement quelques-unes. Les stratégies éducatives servent à disséminer l'information et à enseigner des habiletés et techniques. Dans ce cas, la conseillère fournit au professeur de la documentation sur la taxonomie de Bloom, la rédaction d'objectifs d'apprentissage selon les niveaux, connaissances, compréhension, etc., puis explique au professeur la taxonomie, les différents niveaux et la rédaction d'objectifs en prenant en compte l'atteinte d'un résultat du point de vue de l'étudiant. Donc, l'étudiant sera en mesure de. Le professeur rédige les objectifs et la conseillère lui donne une rétroaction sur ce qu'il a produit. Et lorsqu'on adopte une stratégie de prescription, nous disons au client, en l'occurrence le professeur, ce qu'il doit faire pour résoudre son problème, qui est de rédiger des objectifs d'apprentissage pour des étudiants à distance. Les stratégies directives, quant à elles, consistent à superviser certaines tâches accomplies par les clients et éventuellement à en effectuer d'autres. Le professeur, rédigerait les objectifs d'apprentissage sous la supervision de la conseillère et si l'échéancier est trop serré pour la sortie du cours, la conseillère corrigera en quelque sorte les objectifs afin qu'ils soient formulés de façon adéquate. Ce n'est pas la stratégie idéale pour l'apprentissage du professeur, mais ça règle le problème d'échéancier. Ce pourrait être ici que le professeur rédige des activités d'apprentissage que la conseillère compléterait avec des consignes plus élaborées. Enfin, les stratégies de facilitation consistent à inciter le client à produire des idées, à clarifier ses sentiments ou ses valeurs, à mobiliser ses ressources pour identifier et résoudre ses problèmes. Donc, comme facilitateur, les stratégies que j'avais adoptées se voulaient éducatives et de facilitation. Donc, la stratégie éducative, signifiant que je fournissais l'information nécessaire au professeur pour qu'il puisse cheminer dans son apprentissage et que j'enseignais en quelque sorte les techniques pour rédiger les objectifs d'apprentissage de façon adéquate. Quant à la stratégie de facilitation, ça signifie que j'incitais le professeur à donner son point de vue quant à la rédaction d'objectifs et à leur utilité. Moi, la conseillère, je lui expliquais entre autres l'importance de ces objectifs pour les étudiants afin que le professeur puisse arriver à les rédiger lui-même. Mais la question qui se pose est pourquoi choisissons-nous un rôle plutôt qu'un autre? La réponse à certaines questions influencera ce choix.
Par exemple, est-ce qu'on doit considérer uniquement le problème ou aussi la personne qui vit? Est-ce uniquement la rédaction d'objectifs d'apprentissage qui doit être prise en compte? Ou si le professeur concerné, où il en est dans son cheminement, fait aussi partie du problème à résoudre? Quelle part de responsabilité assumera la conseillère dans l'atteinte du résultat, soit d'obtenir des objectifs d'apprentissage? Et quelle sera sa part de responsabilité dans l'apprentissage du professeur? Veut-on arriver à une solution rapide ou à une solution à plus long terme parce que le problème se représentera de nouveau? Bref, toutes les dimensions de l'intervention doivent être évaluées afin d'en arriver au choix du rôle. Et je vous dirais en conclusion que la formation aussi, l'expérience et la personnalité de la conseillère influencera le choix du rôle et des stratégies. En effet, il semblerait que nous adoptons certains rôles plus facilement que d'autres. Et sur ça, je cède la parole à ma collègue Christelle. Pardon. Bonjour. Alors, je me présente très brièvement avec un parcours aussi, comme l'a fait ma collègue Christine en introduction, pour vous situer par rapport à mes fonctions, mais aussi par rapport à ce qui m'a amené à la TELUC. Donc, je suis spécialiste en sciences d'éducation à la TELUC depuis presque 7 ans maintenant. Auparavant, j'ai enseigné pendant une dizaine d'années à l'université et à la formation continue au collégial. J'ai d'abord été formée en design multimédia, puis j'ai complété des études supérieures en éducation. Je me suis intéressée au lieu d'enseignement informel et à l'expérience de l'usager. J'ai donc fait de la recherche appliquée pendant quelques années avec des équipes de l'Université Concordia et de l'Université de Montréal. Donc, ce que je présente aujourd'hui, c'est la compétence numéro 6 du référentiel, établir des relations de collaboration basées sur la confiance, le respect et l'appréciation mutuelle. J'insiste un petit peu plus sur le sous-compétence de cette catégorie, qui est d'adopter une approche de co-construction plutôt que de prescription dans ces interventions. Cette compétence, je l'ai choisie parce que c'est un moyen de relever les défis de mon travail en tant que concepteur pédagogique à l'interne. Je décris le contexte de travail avant de définir un peu plus cette compétence et comment je la mets en application. Mon contexte de travail est suivant. Je suis mandatée pour appliquer mes connaissances en pédagogie, mais je n'ai pas d'autorité pour le faire. Je travaille avec des professeurs qui ont généralement une connaissance très personnelle de la pédagogie. Elle est liée à leur expérience en tant qu'étudiants. Ils ont inconsciemment intégré les principes de la pédagogie traditionnelle, la pédagogie à laquelle on pense, c'est l'étudiant récipient. Leur expérience est également celle de l'étudiant sur campus, une expérience d'apprentissage en présentiel, parfois de l'enseignant aussi sur campus. Donc, ces visions influencent bien naturellement leur perception et leur méthode d'enseignement à distance. Et il y a d'autres réalités institutionnelles, par exemple le plan de travail des professeurs où plusieurs souhaitent se concentrer davantage sur leurs préoccupations de recherche. Les nouveaux professeurs qui doivent accomplir un ensemble de choses dans un court laps de temps pour obtenir leur permanence ou voir leur contrat se renouveler. Donc ça a un impact aussi sur le temps qu'ils veulent consacrer à la conception de leur cours. Donc, c'est la difficulté de mon travail qui nécessite l'abandon de mes premières fonctions, c'est-à-dire questionner les objets d'apprentissage, les réalités des apprenants auxquels une formation se destine. C'est la qualité de la relation que je développe avec le professeur qui est au cœur de mon mandat. Donc, les approches que je compare ici, prescriptives et co-constructives, montrent à quel point l'une et l'autre sont très opposées. La première, prescriptive, comme vous voyez, pourrait paraître très simple puisqu'elle est linéaire. Ma collègue Christine en a parlé en introduction un peu en termes de fonction conseil à l'externe où on reçoit un client. Le rapport d'autorité est très différent, donc le processus de conception est différent aussi. Dans le cas de la consultation à l'interne, la démarche co-constructive, je l'emploie beaucoup. Elle m'est très utile parce que je crois d'abord que mes fonctions servent à discuter avec le professeur de sa vision de l'enseignement, de sa façon de percevoir l'étudiant, de sa façon de transmettre ses contenus courts, comment
il envisage aussi développer son cours, mais aussi intégrer certains outils. Donc, tout est basé sur l'échange, sur le dialogue, mise en commun d'idées. C'est une démarche qui est longue, qui est complexe, qui est impossible à définir par des étapes séquentielles précises, mais pas plus définies par la finalité du projet, qui exige beaucoup d'allers-retours, des étapes qui s'entrecroisent. Et évidemment, c'est le but premier de cette approche, c'est de discuter ou d'amorcer une réflexion sur les manières de pratiquer la formation à distance. Le cours devient finalement un prétexte, dans mon cas, pour discuter ce monde de la formation à distance. J'illustre un petit peu plus en détail les étapes de... Pardon, merci. On a un petit problème, excusez-nous, avec la présentation. Oui, merci. Donc, j'illustre un petit peu plus en détail avec une description de chacune de ces étapes du processus de conception à partir de l'approche co-constructive. Ces étapes-là, évidemment, sont présentées de manière linéaire dans l'illustration, mais en réalité, c'est pas ça. C'est pour ça que j'ai mis des petits cercles. Ça rappelle un petit peu le schéma que ma collègue Christine a montré pour illustrer le processus de consultation à l'interne, où il y a beaucoup d'allers-retours entre ces différentes étapes-là. Et le but, c'est d'échanger pour en arriver à un consensus par rapport aux contraintes du projet de formation. Donc, je conclus sur ma vision de cette compétence-là et sur ce qu'elle m'apporte. Par la relation de confiance qu'elle cherche à établir, elle permet parfois de surmonter les conflits d'idées ou d'autorité. On entre plutôt dans un rapport de collaboration dès le début du processus. Je suis d'avis que les formations à distance impliquent une phase de conception différente des projets de formation en classe. Si elle est négligée ou développée à partir d'une vision conservatrice, la tâche d'enseignement se complexifie après la mise en ligne d'un cours. Si au contraire elle bénéficie du temps nécessaire pour son analyse de son déploiement, la tâche d'enseignement est simplifiée. Donc, j'essaie d'informer le professeur de cette étape, de cette importance. Si elle est réfléchie et bien investie, elle lui sera très utile. Et parce que réussir un projet d'enseignement à distance, c'est être à la fois professeur ou enseignant, mais c'est aussi être designer. On n'a pas le choix de passer par cette étape-là pour concevoir un produit qui va être l'intermédiaire numéro 1 entre l'enseignant et l'étudiant. Et le travail de concepteur pédagogique, dans mon cas, lorsqu'il est confiné surtout au rôle de conseil pédagogique, consiste principalement à nous éveiller à cette vision et à cette nécessité. Je laisse Joanne terminer. Bonjour. Chaleureux bonjour à mes anciens collègues de l'Université de Moncton et à vous tous. Eh bien, je me présente, j'ai moi aussi comme Christine, puis elle ne l'a pas mentionné, mais tous les deux on a commencé avec un bac en art visuel. Et moi, ma concentration, c'était la communication graphique. De peur d'avoir fait par la suite, j'ai fait un bac en éducation en pensant, si ça ne marche pas, j'ai un plan B. Mais finalement, mon premier emploi, c'était dans le domaine de la santé, dans le système hospitalier, puis je faisais de la formation à distance. Puis je m'en suis pas rendu compte avant que je passe mon entrevue pour venir travailler à la TELUC, quand on m'a demandé de faire une rétroaction sur mon expérience de travail. Mais finalement, mon premier poste, après d'avoir gradué en éducation, je faisais de la formation à distance et je déployais mes compétences en communication graphique dans le domaine de la santé. À cette époque-là, la formation à distance, c'était très coûteux, la vidéoconférence, donc très peu de vidéoconférences. On avait des cassettes VHS bêta qu'on envoyait, des dépliants, des affiches et de la documentation, des cassettes audio. Mais reste que c'était de la formation à distance, sans m'en avoir rendu compte. Je faisais de la formation à distance à cette époque-là. Suite à ça, j'ai fait plusieurs années en communication graphique. Je suis retournée en éducation et je me suis imprégnée de la formation à distance et j'ai adoré
ce concept-là qui me permettait de déployer autant mes connaissances en éducation que mes compétences en art visuel et ma créativité qui était au cœur de ma formation en communication graphique. Suite à ça, j'ai voulu m'assurer d'être à la hauteur des choses et j'ai fait une maîtrise en éducation, concentration, formation à distance, sur lequel je me suis penchée justement sur les pratiques et stratégies pour améliorer mes compétences dans le domaine de la formation à distance. Donc, c'est pour ça qu'il y a un pont très étroit avec la réflexion que nous avons fait aujourd'hui et mon parcours professionnel. Avant, je vais vous parler maintenant de la compétence que moi j'ai choisi de vous discuter aujourd'hui avec vous. C'est d'agir comme agente de changement en exerçant un leadership pédagogique informel. Avant d'aborder cette compétence, parlons un peu du leadership pédagogique dans le contexte d'une fonction conseil. Ce n'est pas seulement de guider ou encore de prendre à sa charge la qualité pédagogique dans la collaboration sur un projet de cours pour assurer la qualité pédagogique, la réussite et persévérance, etc., etc. Mais c'est bien de déployer mes compétences en toute confiance, tout en encourageant mes collaborateurs à déployer les leurs. Donc, c'est plutôt comme ça que je définirais le leadership pédagogique. Je ne le prendrai pas à ma charge seulement pour moi. Et justement, Tony Bates, dans son dernier livre, il mentionnait que la pédagogie, l'enseignement efficace n'appartenait pas à un super-héros, mais à une équipe de super-héros. Agir comme agent de changement. Voici les quatre sous-compétences. Promouvoir sa profession et son domaine d'expertise, cibler la qualité pédagogique et la réussite étudiante dans ses interventions, s'engager de manière proactive dans les décisions et les projets portant sur la pédagogie à distance et soutenir l'innovation en pédagogie à distance qui me plaît particulièrement, c'est l'endroit où, normalement, je peux déployer ma créativité. Mais il m'est très difficile de déployer, la créativité, si je ne prends pas les multiples chapeaux que ma collègue Christiane a parlé, et sans connaître bien mon rôle de fonction conseil. L'innovation, ça fait peur, ça fait faire des changements. On te force à t'apporter, à réfléchir en dehors de la boîte, de changer tes habitudes. Et parfois, ça donne un miroir réflexif qu'on juge de la qualité, de la pertinence ou la qualité de ce qu'on faisait. Mais quand je propose quelque chose de créatif, je ne juge pas ce qui se faisait avant. J'essaie d'apporter la personne à faire mieux. Donc, de bien connaître la fonction conseil est très important. Pour arriver à innover, il faut savoir utiliser ces chapeaux-là qu'on a discutés. Pour mettre en relief, je vais vous parler maintenant d'une petite histoire. Premièrement, combien d'entre vous voudraient être heureux dans son milieu du travail? Je suis certain que si je vous demande de vous lever la main, tous, vous allez la lever. Mais je vais vous raconter une petite histoire qui va vous parler un peu de mon secret, de ce bonheur de conseillère pédagogique ici à la TÉLUQ. J'y suis en passant depuis les dernières 6 années, et puis avant ça, j'ai travaillé avec l'Université de Moncton. Un bon matin, en plein milieu de mon café, il y a un professeur, il s'accote sur le cadre de porte de façon très informelle. Il me demande, tu pourrais pas me donner une couple de références de lecture sur la persévérance et réussite? Je pense, voyons, il peut utiliser Google ou aller à la bibliothèque. Je pense pas que c'est ça qu'il me demande. Mais il n'est pas conscient qu'il a besoin de ma fonction conseil. Donc, j'ai dit, regarde, je vais y réfléchir puis je te reviens. J'ai tout de suite téléphoné mon amie Christine. J'ai dit, Christine, viens me trouver, j'ai quelque chose de super le fun. J'ai dit, wow! Tout de suite, j'ai dit, voilà notre chance, on va agir comme agente de changement auprès des professeurs et de l'institution. Excusez-moi. Donc, tous les deux,
par la suite, on a fait part de notre intérêt de partager et de réfléchir avec ce comité. Pour cela, on a demandé par contre formellement d'accepter et de participer avec nous à la rédaction d'un mandat. Donc, ça fait partie d'une fonction, une des compétences de négociation, si tu veux, et on a facilité un gabarit de mandat, on a négocié avec eux, et en même temps, ça leur a permis de reconnaître ce qui leur appartenait et ce qui nous appartenait. Suite à ça, nous avons déposé et présenté au comité un rapport sur la réussite et persévérance. Nous avons proposé une approche systémique. Nous avons suggéré 31 pistes d'action concrètes, illustrées ou arrimées avec le contexte précis de ce département de la TÉLUQ. Et dans ces 31 pistes d'action, c'était des pratiques et stratégies pouvant favoriser la réussite et persévérance dans le contexte d'un cours en développement ou au moment de l'offre. Depuis lors, certaines pistes d'action maintenant sont considérées par ces professeurs au moment de faire la conception d'un nouveau cours ou encore au moment qu'ils font une mise à jour du contenu, ils sont en mesure de s'inspirer de ces pistes d'action et de rajouter une couche additionnelle de qualité pédagogique universitaire directement liée à la formation à distance. Notre plus grande réussite, Christine et moi, on a discuté, ce n'était pas notre rapport, ce n'était pas les 31 pistes d'action, parce que ces pistes d'action-là, indirectement, on s'est rendu compte, on les connaissait, mais on n'arrivait pas toujours à les communiquer de façon à ce qu'elles soient considérées et mises en pratique par les professeurs au moment de la conception ou l'ingénierie pédagogique, le design pédagogique que Christelle mentionnait. Mais ce qui a été notre plus grande réussite, c'était pour nous la satisfaction d'avoir exercé un leadership pédagogique au sein de l'institution, d'avoir observé la considération de la valorisation de nos compétences auprès de nos collaborateurs. Maintenant, revenons à ma question initiale et que je vous ai posée. J'ai dit que j'allais vous, pardon, le secret plutôt que j'avais dit que j'allais vous partager, ben voilà, c'est fait. Comment s'est manifesté mon bonheur de conseillère pédagogique dans mon histoire? J'ai mis à profit mes compétences. Je me suis sentie utile. J'ai eu le sentiment que mon travail faisait du sens. Au-delà de mes connaissances, mes compétences, voilà le secret de mon bonheur de conseillère pédagogique. Bien, pour terminer, on vous invite à... Oh, attendez, je vais changer de diapositive. Nous sommes intéressés à échanger avec vous, puis avoir votre vision des choses, ou encore, si vous voulez nous parler de vos compétences de conseil. Je vais lire carrément ce qui est à l'écran. Vos compétences de conseil ressemblent-elles aux nôtres? Comment les avez-vous développées? Selon vous, pourquoi est-il important de savoir comment intervenir en fonction conseil? Variez-vous le rôle et les stratégies pour résoudre des problèmes? Pouvez-vous nous donner un exemple? Adoptez-vous une démarche prescriptive ou co-constructive dans vos interventions? Et pourquoi? Et le faisiez-vous consciemment? Êtes-vous un praticien ou une praticienne réflexive? Parce que même si on ne l'est pas, avec ces petits outils-là qu'on vous donne aujourd'hui, voilà une belle façon de déployer cette compétence-là de réflexive que Christine a démarré le bal avec. Agissez-vous comme un agent de changement dans votre milieu et agissez-vous de façon efficace et de façon à vous sentir bien et heureux dans votre tâche quotidienne. Bien, on vous laisse la parole et on serait charmés de vous entendre. Si vous avez des questions aussi, vous pouvez en profiter.
Si tout le monde a des questions, des suggestions, des commentaires, on vous invite à utiliser le clavardage, levez la main également via Adobe Connect ou carrément prenez la parole. Soyez pas timide, carré 6 sur votre clavier téléphonique pour prendre la parole. Vous avez devant vous les questions d'échange qui ont été fournies par l'équipe TEDUC. Alors, ben, on vous attend, on vous entend. Questions, suggestions, commentaires généraux également? Soyez pas timide. Commencez par parler de vos vacances, après ça on tombera là-dessus. Il n'y a pas de problème. Compétences de conseil en pédagogie à distance, partage de praticiens. Pourtant, on vous a émis suffisamment de questions. Alors, Mme Haché ayant travaillé avec l'Université de Moncton, je ne vais pas me gêner du tout. Je vais demander au campus de Moncton, l'Université de Moncton, ou aux jeunes du campus de Moncton, l'Université de Moncton, avez-vous des commentaires, des questions, des suggestions? Pouvez-vous répondre à une des questions qui est en place? Il y a quelques personnes également qui sont en train d'écrire dans le clavardage. Carré 6 pour prendre la parole, les gens de Moncton, si vous le désirez. Oui, il y a Sandra Beaulac, une participante qui a levé la main. Allez-y, Mme Beaulac, carré 6 sur votre clavier téléphonique. Oui, bonjour. Alors, c'est ça, je suis avec une collègue ici, on est au ministère. Nous autres, on travaille plus au niveau de la formation des jeunes. On anime, entre autres, une communauté de pratique avec les CP qui travaillent dans les régions et qui accompagnent à leur tour des gens, là, des enseignants. Puis, on nous soulevait qu'il y avait un défi au niveau, principalement du secondaire. Alors, quand on travaille avec des profs du primaire, ça se passe assez bien. C'est qu'on veut faire réfléchir au niveau des pratiques, faire évoluer les pratiques, ça va bien. Au niveau du secondaire, il y a un défi. C'est moins évident pour eux d'engager des enseignants. Alors, j'imagine qu'au niveau collégial et universitaire, il peut y avoir des défis semblables. Puis, je me demandais, c'est quoi vos stratégies pour susciter l'engagement des enseignants? Voilà, merci. Je vais laisser la parole à Christiane. Je crois que ça touche exactement la compétence que Christiane a évoquée. Est-ce que tu voudrais prendre la parole, Christiane? Oui, ça va, je vais répondre. Ben, en fait, nous, les professeurs, comme les cours sont entièrement à distance à la TEDUC, ils font une demande de service pour la conception ou la révision de leurs cours au service technopédagogique. Et d'emblée, ils se font référer une conseillère pédagogique, une spécialiste en sciences d'éducation et un spécialiste à la production de médias numérisés. Par contre, ça ne veut pas dire qu'il y a un total engagement de la part du professeur. Et là, c'est à nous, justement, dès le premier contact, comme l'expliquait ma collègue Christine dans le processus de consultation interne, de voir où en est le professeur, d'apprendre à le connaître, quelles sont ses expériences, où il en est justement dans l'appropriation de la formation à distance, le développement de cours, etc. Et d'engager justement là, ce que parlait Christine, un peu la démarche de co-construction qui fait qu'on établit un lien, on essaie d'établir un lien de confiance avec le professeur pour qu'on puisse l'accompagner justement dans je dirais dans cette aventure qui est la conception et la révision d'un cours à distance. Je ne sais pas si mes collègues voudraient compléter sur des choses que j'aurais pas soulevées. Oui, je pourrais ajouter un petit quelque chose suite aux commentaires de Christiane. J'imagine que le défi en soi aussi est de prendre le pouls avant toute chose à savoir qu'est-ce qui crée de la résistance. Pour toutes sortes de raisons, c'est souvent parce qu'il faut changer des pratiques, ça fait peur, on se sent plus en contrôle. C'est presque de la psychologie, rendu là, on va l'admettre, mais c'est ça, une fonction conseil. Puis c'est d'essayer de cerner les enjeux qui sont derrière ce refus-là. Et après ça nous donne des outils pour intervenir, des arguments, peut-être, oui, mais c'est plus que ça, c'est des stratégies à mettre en place pour montrer l'avantage de collaborer avec une équipe qui peut conseiller, qui peut amener à travailler différemment, qui peut voir l'enseignement différemment, pour montrer les avantages et surtout le gain que l'enseignant peut recevoir de ça, parce que son engagement, effectivement, on ne se le cache pas, est différent, sa manière de travailler est différente, ça lui demande une adaptation, ça lui demande de travailler aussi en équipe, ce qui n'est pas toujours une vision des choses concrètes quand on est en présentiel, puis l'enseignant est laissé seul à lui-même, il développe ses cours, il gère sa classe, là c'est une autre façon de travailler. Donc, c'est ce que je proposerais d'explorer. Oui.
Il y avait un commentaire. Alors, Joanne et moi, on se regarde à savoir laquelle des deux va prendre la parole. Moi, je voulais parler du temps. Est-ce que toi, tu avais un thème? Bon, alors, je vais parler du temps. Je pense que c'est une variable importante dans notre réalité, mais ça l'est possiblement dans celle que vous venez de décrire. C'est-à-dire que nous, on travaille à temps plein à faire de la conception pédagogique. Les professeurs avec lesquels nous, on travaille, ils ont d'autres mandats aussi. Ils font de la recherche, ils ont des interventions à faire au niveau de la communauté. Donc, leur enseignement, il va les mobiliser, mais comme j'ai échangé récemment justement avec une professeure, et puis le regard qu'on posait a posteriori sur le projet, c'était des collaborations un peu en pointillés. Donc on est ensemble, on est moins ensemble parce qu'elle est interpellée ailleurs. Et donc, ça fait partie des réalités des collaborateurs auxquels il faut absolument être sensible. Si on n'est pas conscient de cette réalité-là chez l'autre, on va lui demander de s'engager à un moment où il n'est pas disponible et c'est certain que ça va être plus difficile d'aller vers le succès. Et là, c'est la stratégie ultime que je ne conseille pas, que je préfère pas utiliser, mais que j'utilise quand je suis à côté contre le mur. C'est si la psychologie n'a pas fonctionné, la valorisation de la pédagogie universitaire, les fondements pédagogiques, la réussite et persévérance, le rayonnement de l'institution, si tout ça, ça ne fonctionne pas, et vous n'y arrivez pas, vous avez tout mis les chapeaux, il y a une recette garantie qui fonctionne. C'est quand tu as une formation à distance et qu'un professeur aura à faire l'encadrement ou l'accompagnement pédagogique de ses étudiants et tu souhaites proposer une stratégie intégrée, par exemple, dans un cours, un outil phénoménal qui va aider l'étudiant dans sa démarche d'apprentissage. Puis le professeur est réfractaire, il ne veut pas prendre de temps, il n'a pas le temps, il dit c'est du fluff, moi j'avais pas ça quand j'ai étudié. Mais finalement, si tu leur dis oui, mais avez-vous pensé que peut-être si vous intégrez ça, vous ne recevrez pas de courriel de demande d'information, comment y arriver à faire ça, parce que vous y aurez remis un guide comment faire ça de façon adéquate. Puis en plus, le guide, vous l'avez adapté sur mesure selon la vision pédagogique du contenu que vous avez dans votre cours ou les démarches que vous proposez, que ce ne serait pas génial. J'ai dit, vous allez vous éviter peut-être 150 courriels. Alors là, tout d'un coup, la pédagogie, ça devient quelque chose de très attrayant. Et là, il y a du temps qui se libère. Mais comme je vous dis, c'est vraiment ma stratégie ultime. Il y a quelques commentaires dans Saint-Clavardage avant quelques questions. Effectivement, de la part de Stéphanie Coll, Cégep de Bécamo, effectivement, je retrouve mes compétences à ma vision du conseil dans votre référentiel. Madame Poriana Banavayatova de l'Université Laurentienne en Ontario, je constate que le fait d'avoir une formation, une expérience dans un autre domaine s'avère très positif pour un concepteur pédagogique. Et M. Jean-Yves Rio, la fonction conseil me parle beaucoup car elle est axée dans ma pratique sur l'échange et le respect. L'authenticité est ma clé d'intervention avec les enseignants avec qui je travaille. En passant, je souligne les interventions dans Clavardage pour le lien vidéo que nous allons avoir. Est-ce que vous avez des commentaires sur les trois références qu'on vient de souligner avant de passer aux questions dans le chat? Le mot authenticité, moi, m'a interpellée. Je pense que c'est vrai dans toutes les relations humaines. Hein? Quand on est authentique, les gens se permettent d'être authentiques avec nous aussi. Et dans les écrits sur le conseil interne, mais aussi énormément là, dans la pratique ici, dans les échanges que j'ai eus avec mes collègues, cette authenticité-là et le respect de la confidentialité des échanges qu'on vit avec les professeurs font aussi partie des clés du succès là, dans le conseil interne. J'ajouterais peut-être qu'au point de vue du respect, c'est important d'accueillir le professeur où il en est dans son cheminement, ne pas juger. C'est-à-dire qu'il faut aller le chercher où il est, okay, essayer de le faire cheminer. Dans le fond, c'est ça, c'est respecter où il en est là, pour essayer de l'amener ailleurs. Il y a une question de M. Michel Allen. Quel est le principal obstacle que vous rencontrez dans vos interventions? Un obstacle institutionnel en ce qui me concerne, là, parce qu'on travaille dans une organisation, d'abord et avant tout, avec différents groupes de travail, différentes perceptions, différents domaines, une perception des rôles qu'on a l'un de l'autre, forcément.
Ça, c'est un obstacle majeur, je dirais, qui occupe beaucoup mon temps, de mon énergie pour essayer d'être efficace malgré tout ça, d'essayer de travailler en collaboration. C'est pas toujours insurmontable parce qu'effectivement, quand on franchit l'étape de la frustration et qu'on se ramène vers l'outil, c'est-à-dire la réflexion qui est derrière ça, comme Christine l'a présenté dans son référentiel, ça nous amène à aller plus loin, c'est-à-dire faire connaissance davantage avec les différents rôles qui sont joués à l'interne, puis essayer de créer des ponts aussi, pas avoir peur d'initier. Mais ça reste quand même, évidemment, on ne se cachera pas, plus il y a de monde dans une organisation, plus le défi est là. Et plus la charge de travail est lourde, comme disait là, Christine, en pointillé, là, une collaboration en pointillé, quand tu as un cours qui s'étale sur un an, parce que le professeur a beaucoup de projets, mais que tu en as 6 autres en parallèle, je pense que c'est le défi majeur, c'est d'être en mesure de faire une bonne gestion, premièrement, de l'information recueillie, puis de garder le cap d'où on est rendu dans le projet et aussi d'où le professeur est rendu, comme disait Christiane, pour le respecter et lui donner ce qu'il a besoin pour aller un peu plus loin. Je dirais que le temps, parce que toujours des échéanciers, en fond, c'est des projets, des conceptions de cours, les révisions de cours, c'est des projets. Et souvent, quand on commence à adopter une stratégie, qu'on porte un rôle, on voudra avoir plus de temps, justement parce qu'on veut prendre une part plus grande de responsabilité face au cheminement, à l'apprentissage du professeur. Mais à cause de la contrainte de temps, on n'a pas le choix à un moment donné, là on change de rôle, on change de stratégie parce qu'on n'a plus le temps. Mais c'est le prof, je pense que ça doit se passer dans tous les milieux. C'est comme ça, on ne peut pas travailler sur un cours éternellement et il doit être offert aux étudiants dans la version la plus récente. Donc, moi, je trouve que c'est le principal obstacle, c'est le temps qu'on a à y consacrer. Une autre question de la part de Nicolas Germain. Bonjour, je me demande quel est le processus de prise de contact entre un enseignant ou un expert de contenu et le conseiller pédagogique. Chez vous, à la TELUC, c'est des spécialistes en sciences d'éducation. Je répondrai à cette question. Alors, chez nous, nous sommes, en fait, les spécialistes de sciences de l'éducation sont regroupés à l'intérieur d'un service et la demande du professeur est dirigée vers la direction du service qui va lui attribuer une ressource comme spécialiste en sciences de l'éducation, et aussi on fonctionne dans une formule de binôme, c'est-à-dire que la personne qui va s'occuper de coordonner tous les aspects qui sont en lien avec la médiatisation lui est aussi attribuée dès le départ. Alors, je ne sais pas si je réponds bien à la question de... Donc, on débute, on commence, pour faire une demande, premièrement, le professeur doit avoir rédigé un dossier de présentation. On a un gabarit qui explique plus ou moins les informations minimalistes qui est nécessaire afin de justifier un budget pour la création de ce projet. Après que leur département reconnaisse la valeur du cours qui est proposé, c'est acheminé. Ensuite, il y a un budget qui est autorisé. Ensuite, il y a le binôme qui est assigné. Nous commençons dès le début. Et parfois, si on est chanceux, on est même consulté pendant le dossier de présentation qui nous permet d'interagir dès le départ et commencer à ouvrir l'esprit à une vision plus large de la formation à distance et de la qualité de l'enseignement efficace. Je pense que la prise de contact est un peu différente chez nous à la TELUC du fait qu'on est entièrement à distance. C'est pas comme si on était à une université campus où là, il y a une partie, il y a des cours en présentiel et il peut y avoir demande de services, exemple technologique ou services technopédagogiques. Donc, nous, c'est très différent puisque tous les cours sont offerts à distance. Petite question de mon côté, je vais en profiter, je vais abuser du système. Ça fait des années que je me demande, est-ce que lorsqu'un spécialiste de contenu, un professeur chez vous monte un cours, est-ce qu'il est obligé de travailler avec les spécialistes en sciences d'éducation? Est-ce qu'il a le choix des personnes avec qui il peut travailler s'il est obligé de travailler avec vous, avec les spécialistes en sciences d'éducation? Ils sont encouragés à le faire. Je vais répondre de cette manière-là. Ils sont encouragés à le faire.
Ils sont pas obligés dans le sens où leur demande aussi justifie le besoin de cette ressource-là, des fois non. Pour toutes sortes de raisons, en fait, dans l'analyse du besoin, on pourrait ne pas avoir à intervenir dans le projet, pas parce que le besoin pédagogique n'est pas là, mais pour toutes sortes d'autres raisons. Mais en général, oui, on essaie d'encourager les professeurs à passer par le conseil pédagogique, essentiellement aussi pour être plusieurs sur le projet, pour enrichir le projet de cours. Donc, c'est la philosophie, mais c'est pas systématique. Et la majorité des professeurs s'en prévalent. Oui. Mais je dirais que par contre, le fait, s'il y avait obligation, ça serait contre-productif d'une certaine façon, parce que de toute façon, notre fonction de conseil se buterait à un refus. Ça pourrait être même inconscient. Donc, c'est pas l'obligation, ça serait pas la façon de résoudre le problème. Il n'y aurait vraiment pas ça. Le fait qu'ils soient encouragés, c'est suffisant. Puis c'est à nous après, dans notre fonction conseil, de pouvoir démarrer une relation de confiance pour faire le suivi. J'aimerais rajouter, nos meilleurs ambassadeurs, c'est nos anciens collaborateurs qui évoquent la qualité de leur cours et aussi qui évoquent aussi comment notre fonction conseil a facilité leur tâche aussi de conception, puis ça les a permis d'assurer une qualité et bien souvent, grâce à cette collaboration-là, ils ont pu être créatifs et innovants et personnaliser leur cours à leur vision pédagogique, mais aussi à leur caractère humain, leur authenticité. Leur authenticité en tant qu'individu en plus qu'enseignant. En parlant de collaborateurs, il y a Josiane Basque, l'Université Luc, qui vient de laisser un message. Mais avant de tomber à la question de Mme Basque, il y a eu une réponse de Mme Marie-Claude Riverain de la POP concernant la question « Avez-vous une démarche prescriptive ou co-constructive dans vos interventions? » Pourquoi? Mme Riverain répond « L'un des défis que je vois dans l'adoption d'une démarche co-constructive dans nos interventions se situe en situation de rôle conseil auprès des enseignants du programme plus technique qui insistent pour que l'on fasse une grande partie de la démarche, donc une approche prescriptive, puisqu'ils considèrent ne pas maîtriser suffisamment le langage pédagogique. Avez-vous des commentaires là-dessus? Bien, en formation, que ce soit à distance sur place, c'est sûr que premièrement, il y a quand même une connaissance académique qui est du domaine d'expertise qui est enseigné du départ. Je pourrais peut-être ajouter, c'est que en fait, c'est pas tous les professeurs ici à la TELUC qui ont des connaissances en pédagogie. Il y a des professeurs en marketing, en management, etc., ne connaissant pas nécessairement le langage pédagogique. Donc, nous, notre fonction à ce moment-là, c'est de vulgariser, et de les amener à leur expliquer une démarche plus pédagogique, plutôt que de faire pour eux et qu'ils ne fassent pas l'apprentissage au bout du compte. Ils pourraient devenir autonomes au fil du temps à ce moment-là. Il y a un parallèle à faire avec ce qui se passe au niveau secondaire ou collégial et ce qu'on appelle dans les conseillers pédagogiques. Je ne sais pas si les gens en place qui travaillent au REPSIC pourraient peut-être faire des commentaires là-dessus. Est-ce que vous voyez des parallèles avec ce qui a été souligné aujourd'hui par l'équipe de la TELUC? Est-ce qu'il y a des différences fondamentales vous vous retrouvez ou c'est de la science-fiction? Madame Basque souligne, Josiane Basque, l'Université de Luc, avez-vous l'impression que votre métier est bien compris par les différents intervenants dans votre milieu de travail, que certains ont des attentes irréalistes ou qui ne relèvent pas de votre fonction? Oui, je pense Josiane va connaître notre réalité très bien. Moi, je réponds oui, tout à fait. C'est une réalité. Notre fonction n'est pas toujours bien comprise. Puis c'est sûr qu'on réfléchit beaucoup justement à notre fonction conseil pour ces raisons-là, à savoir comment on peut mieux se définir, mieux faire valoir notre rôle, là où on est plus utile, parce qu'on pourrait être utile dans plein d'autres fonctions alternatives que la fonction conseil pédagogique à la TELUC. En tout cas, on peut intervenir sur plein de choses dans le projet de cours, mais qui n'a rien à voir avec la pédagogie.
Je ne le cacherai pas que ça m'est arrivé souvent de travailler sur d'autres mandats que le mandat de la pédagogie universitaire, mais j'essaie de ramener en fait à mes fonctions pédagogiques du mieux que je peux pour sensibiliser, pour montrer les différentes facettes de ce rôle-là. Pour ma part, je suis peut-être pas aussi gentille que Christelle. Je pense que c'est l'âge aussi. Alors, je suis rendue, je décide je choisis mes guerres, mais je le fais avec tact et en déployant mes compétences et je leur explique qu'est-ce que je peux faire pour eux, qu'est-ce qui seraient les avantages de mon intervention dans d'autres choses pendant qu'eux ils peuvent faire telle chose. Parfois, je vais cibler une aide externe pour les accompagner avec cette tâche-là qui ne m'appartient pas. Mais c'est sûr qu'il faut le faire avec beaucoup de tact, avec les années d'expérience, aussi la relation de confiance, l'authenticité de la façon qu'on livre le message. On est capable d'y arriver. Et puis, il faut par contre, comme toujours, avoir un levier. Ça, je ne pourrais pas vous aider, mais si vous voulez, je pourrais vous aider avec ceci, ça et ça. Puis, et je le vois comme ça, mais c'est sûr, comme Josiane a dit, parfois, par contre, il y a des fois qu'il faut laisser aller, puis des fois, quand c'est possible d'être fait, on va flancher un peu, puis on va le faire. Mais maintenant, avec notre charge de travail actuelle et l'augmentation de production des cours, ça va être de plus en plus difficile de laisser de la latitude à ce niveau-là. Il va falloir, parce que de toute façon, à la fin de l'année, quand on fait un retour sur notre travail ou l'évaluation, si vous voulez, de notre travail par notre superviseur, bien, il ne voit pas ces choses-là. Ce qu'il voit, c'est la charge de travail et les responsabilités qui étaient les miennes et comment j'ai déployé mes compétences et les résultats face à cette charge de travail-là. Donc, il faut faire très attention. Je dirais que peut-être, je pense que les professeurs avec qui on a déjà collaboré, on a une assez bonne idée de ce qu'on est capable de faire, d'apporter dans un projet. C'est plutôt les professeurs qui sont en début de parcours, particulièrement en FAD. C'est que notre rôle à nous s'inscrit à l'intérieur du grand mystère de la conception d'un cours pour la formation à distance. Et au fur et à mesure que ce mystère-là disparaît, je pense que la contribution qu'on peut apporter, elle se clarifie aussi. Là. Oui. Il faut dire aussi que dernièrement, il y a un groupe de travail qui s'est penché à la TELUC sur l'offre de services justement des spécialistes en centre d'éducation comme nous, qui a vraiment beaucoup plus cerné en fait ce à quoi on peut servir, là, si je peux m'exprimer ainsi, qui fait qu'avec le temps, ce sera peut-être un peu plus connu, dans le fond, les compétences qui peuvent être mises à profit versus des tâches qui seraient vraiment, qui en fait ne seraient pas profitables là, à ce moment-là. Puis, il faut se rappeler aussi, notre compétence, c'est la pédagogie universitaire. C'est pas la comptabilité, c'est pas un domaine d'expertise enseigné, malgré que on aborde, on fait de la lecture quand on les conseille dans ce contexte-là. Mais c'est certain que ma rétroaction à des étudiants de comptabilité, ça serait pas très, très intéressant aux lecteurs. Puis bien souvent, des étudiants en formation à distance, c'est des étudiants adultes qui ont une certaine expérience. Pour la majeure partie de nos étudiants, je vous dirais peut-être 75% de nos étudiants ont une expérience professionnelle. Donc, ils s'attendent dans leur rétroaction sur, par exemple, un quiz noté offert en ligne. Ils veulent avoir une rétroaction pertinente d'actualité qui tisse un lien avec les réalités actuelles de ce domaine d'expertise-là. Donc ça, c'est un type de tâche, par exemple, qu'il faut s'éloigner en tant que spécialiste en sciences d'éducation parce qu'on n'a pas cette expertise-là pour soutenir l'apprentissage avec une argumentation de l'expertise qui est enseignée. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas aider les professeurs dans cette rétroaction-là.
S'ils ne voient pas et ne comprennent pas l'importance, ce qu'on peut faire, on peut leur faire la rétroaction de la première activité. C'est le meilleur levier. Ils regardent ça, puis ils déconstruisent, puis ils nous disent non, 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 c'est pas du tout comme ça, t'as pas compris. Puis là, c'est là, je dis, ben, oui, effectivement, j'ai dit, j'ai aucune notion en comptabilité. Peut-être que ce serait mieux que vous fassiez des rétroactions. Fait que j'ai pas dit non, mais j'ai démontré que ça serait plus favorable pour l'étudiant et pour eux aussi, au moment d'encadrer l'étudiant, d'avoir moins de retours si une rétroaction est bien construite. Il y a beaucoup de gens du GEPTEC qui sont avec nous présentement, des conseillers pédagogiques entre autres. Moi, je serais très intéressé, si vous êtes trop gêné de prendre la parole, mettez le tout dans le clavardage. Est-ce qu'il y a un parallèle à faire direct avec ce qui se passe à l'Université de Québec pour les spécialistes en sciences d'éducation vis-à-vis des enseignants, les spécialistes de contenu, l'utilisation des technologies, la mise en place de l'utilisation des technologies d'apprentissage? Est-ce que chez vous, c'est la même chose? Secondaire, collégial, est-ce qu'il y a un parallèle direct à faire? Il y a l'Université TELUC qui avait levé la main. TELUC, je ne sais pas si vous voulez prendre la parole. Il y a quelqu'un chez vous qui a levé la main? Non. Non? Okay. Il y a également M. Lemay qui est en train d'écrire. Je ne sais pas si un conseiller pédagogique pourrait me répondre par le clavardage. Ça serait bien gentil. Questions, suggestions, commentaires. Il est 13h14, on a encore des minutes devant nous. Est-ce qu'il y a des questions, des suggestions, des commentaires supplémentaires? Est-ce que vis-à-vis ce que vous voyez présentement devant vous, dans les échanges qui sont là, est-ce qu'il y a des choses qui vous touchent? Il y a Michel Lemay qui souligne, mais en définitive, je souligne que la pratique de co-constructivisme nous permet d'interpréter l'adage qu'il vaut mieux apprendre à pêcher que de donner le poisson. Effectivement, entièrement d'accord. Parce qu'en fait, il vaut mieux, au bout du compte, que le professeur développe son autonomie. Il viendra toujours nous consulter par la suite pour des petites choses qui ne se seront pas appropriées. Mais sinon, on se retrouve avec toujours le même problème à résoudre. Donc, on recommence à zéro parce que on n'a pas, justement, on ne lui a pas appris à pêcher. Nous, on préfère qu'il devienne autonome. D'autres questions, d'autres suggestions, d'autres commentaires des gens qui sont en ligne avec nous? Vous pouvez utiliser le clavardage, lever la main ou d'y aller directement carré 6 sur votre clavier téléphonique pour prendre la parole. Il y a Marcel Parr qui est en train d'essayer d'écrire depuis tout à l'heure. Oui, je fais un rapprochement entre cette approche co-constructiviste, vous faites exprès, hein, c'est pour me faire répéter ce mot-là, avec une forme de coaching. Effectivement, je vois le parallèle parce qu'en fait, souvent, quand les nouveaux professeurs, quand on disait, bon, c'est plus difficile avec des professeurs qui arrivent, en fait, un professeur qui n'aurait jamais enseigné, ce serait beaucoup plus simple qu'un professeur qui aurait déjà une expérience d'enseignement sur campus parce qu'on doit déconstruire ce qu'il a eu comme pratique auparavant pour arriver à une façon de faire qui est différente, donc la formation à distance. Et nous, on a en fait un processus qui est pas mal défini à la TELUC sur la façon de développer les cours, qui fait que, oui, on les coach. Quand ils arrivent, les nouveaux professeurs, on fait une forme de coaching, pas sur leur rôle de professeur en tant que chercheur, tout ça, mais simplement dans le processus de développement de révision d'un cours. Oui, tout à fait. Marcel est encore en train d'écrire. Question, oui, coach dans son rôle de spécialiste de processus, décontextualiser, recontextualiser. Il y a M. Jules Massé de Saint-Jean, je ne sais pas si c'est le campus Saint-Jean ou le cégep de Saint-Jean qui est en train d'écrire également. Les autres personnes, questions, suggestions, commentaires personnels, des commentaires sur l'atelier d'aujourd'hui ou des commentaires sur la thématique de l'atelier ou des échanges que vous voyez en place présentement devant vous sur l'Adobe Connect. Monsieur Massé, Saint-Jean, vous pourriez peut-être m'indiquer, s'il vous plaît, dans le clavardage, quel établissement. Pour les parallèles, oui, beaucoup de liens à faire pour la relation avec les enseignants, mais aussi dans mon cas, il s'agit de faire remonter les retombées au niveau institutionnel. C'est un gros défi. On travaille avec des enseignants, les pratiques changent, mais l'effet multiplicateur et les impacts institutionnels sont difficiles à réaliser. Ça entraîne des incohérences. Un gros merci, M. Massé. Des commentaires là-dessus? Ça résume en gros ce qui se passe également chez vous à la TELUC. Le directeur général est là à la présentation, donc je dirais qu'on est impliqué.
Nicolas Germain, quand vous parlez de la compétence en pédagogie universitaire, avez-vous des ressources à partager pour améliorer cette compétence chez un conseiller pédagogique et chez vous, chez les spécialistes en sciences d'éducation? Avez-vous compris la question? Non, pourrais-tu la répéter, s'il te plaît? Quand vous parlez de la compétence en pédagogie universitaire, avez-vous des ressources à partager pour améliorer cette compétence chez un conseiller pédagogique ou chez vous, les spécialistes en sciences de l'éducation? Bien, peut-être, en fait, l'article et tout ce qui accompagne le référentiel de compétences, même si vous regardez la bibliographie, vous allez probablement trouver des pistes là. Il y a un auteur dont le nom m'échappe, c'est très triste, mais qui a écrit un livre sur la relation entre les experts de contenu et les concepteurs pédagogiques et qui a cru bon de définir un profil spécifiquement pour les professeurs en milieu universitaire, qui d'après moi s'appliquerait très bien à des professeurs aussi au collégial, au secondaire, c'est juste que lui l'avait mis pointu comme ça, où il avait relevé des caractéristiques particulières à ce type d'experts de contenu-là, qu'il ne retrouvait pas nécessairement dans tous les autres milieux, notamment un sens beaucoup plus fort d'appartenance aux produits de formation que d'autres experts de contenu dans d'autres milieux, et aussi un sentiment beaucoup plus fort, je dirais, d'appropriation ou un désir beaucoup plus grand de s'approprier la pédagogie, particulièrement tout ce qui relève de la pédagogie disciplinaire. Parce que quand on travaille avec des experts de contenu, ici, par exemple, si on travaille avec un professeur qui est en psychologie ou un professeur qui est en marketing ou un professeur qui est en comptabilité, chacun d'entre eux va aussi arriver avec un bagage de ce que c'est que d'enseigner sa discipline. Et moi, je suis intervenue dans d'autres milieux, dans d'autres contextes, quand je travaillais avec des acheteurs en mode ou des ingénieurs. Ils n'avaient pas nécessairement là, ce réflexe-là, d'aller chercher là, les fondements de comment on enseigne leur propre discipline. Donc, ça pourrait peut-être être une source intéressante pour vous, mais il y en a d'autres. Je vous suggère peut-être de survoler la liste bibliographique. De mon côté, je m'inspire beaucoup des principes andragogiques pour la pédagogie universitaire, parce qu'en fait, on s'adresse à des adultes et en fait, la façon de présenter les choses, il y a certains principes qui facilitent le fait pour soulever la motivation, etc., pour l'éducation aux adultes, en fait. Il y a également Claude Potvin de l'Université Laval qui demande quelle sorte de reconnaissance les spécialistes en sciences d'éducation ont-elles à la TELUC. Claude m'a également envoyé son CV pour vous le transférer. Ben, je pense que Claude lui-même a beaucoup travaillé à réfléchir au rôle des conseillers pédagogiques. Il a d'ailleurs produit un ouvrage là-dessus. Donc, je sais que pour lui, ça s'inscrit là, dans un grand contexte de sa vie professionnelle. Je pense que chacune d'entre nous, je peux parler pour moi, parce que je pense chacune d'entre nous peut le vivre un peu différemment. Mais c'est certain qu'au niveau de l'institution, on a un rôle qui est reconnu. Comme on disait tantôt, quand un projet de formation s'amorce, tout de suite, on est assigné à collaborer avec un professeur. Donc, on voit qu'il y a un engagement de la part de l'institution de nous garder impliqués en appui aux professeurs, pour tous ceux qui le désirent, en fait. Je pense qu'il y a cette préoccupation-là qui est très réelle à l'intérieur de notre institution. Et puis, on le retrouve aussi parfois dans des petites choses de toutes sortes de façons, mais on a par exemple des professeurs là, qui, quand ils gagnent des prix, qui vont mentionner qu'ils ont collaboré avec nous à la création de certains de leurs cours. Donc, on voit de plusieurs façons là, se manifester cette reconnaissance-là du travail qu'on fait. Joanne mentionnait à titre d'exemple notamment comment on avait fait appel à nous dans le contexte d'une réflexion plus globale sur un programme dans un de nos départements. Alors, je ne sais pas si j'ai des collègues qui voulaient ajouter quelque chose. Oui, mais je peux ajouter qu'effectivement, on est toujours en train de reconstruire
notre rôle. Je pense qu'on est toujours... la formation à distance, évidemment, à la TELUC, ça se fait depuis longtemps, mais les besoins de la formation à distance changent. On n'est plus dans la même réalité qu'il y a 10 ans, ou 15 ans, 20 ans, donc il faut être toujours dans ce processus de transformation-là. Puis j'ai l'impression qu'il y a quand même cette volonté de vouloir avancer ensemble. On a un droit de parole dans l'institution, et ça, c'est très apprécié. Pour pouvoir s'adapter ensemble dans les processus de changement auxquels on fait face, tant au niveau technologique que pédagogique. Et je voudrais enchaîner justement ce que Christelle vient de dire, comment ça s'est manifesté dernièrement, par exemple, nous, au service technopédagogique, justement pour faire face aux défis futurs, on a décidé de porter une réflexion et de demander aux acteurs, tous les membres du service technopédagogique, de travailler par groupe de travail en ciblant, par exemple, il y a eu un groupe de travail sur le dossier de présentation avec un guide d'accompagnement. Hier, on a eu un atelier d'une journée pour illustrer le rôle de chacun dans le processus de développement d'un cours. Et depuis les derniers 3 mois, on a été sollicité à collaborer, d'assister à des ateliers, de partager notre vision, d'apporter des rapports et de présenter ces rapports-là aussi à nos collègues. Donc, ce qui veut dire qu'indirectement, c'est une stratégie pour nous préparer au changement et nous faire comprendre qu'on est des acteurs importants dans ce changement-là. Donc, on se sent valorisé, on se sent écouté et on sera prêt probablement de mettre le pas extra ou le double pas extra qu'il y aura à faire pour suivre la route avec le changement et on n'aura pas ce choc culturel-là de changement à l'intérieur parce que le changement est inspiré de notre expérience aussi. 13h25, on a encore le temps pour une question, des suggestions, des commentaires par rapport à la formation d'aujourd'hui, par rapport aux questions que vous voyez présentement dans les échanges sur Adobe Connect. L'information qui a circulé dans le clavardage. Vous pouvez prendre la parole via Adobe Connect en levant la main. Allez-y carrément dans le clavardage ou allez-y avec la voix carré 6 sur votre clavier téléphonique. Bonne intervention, ce qui met un terme à la formation d'aujourd'hui. Un gros merci à l'équipe TELUC pour le généreux partage d'informations et vos interventions. Merci à Mme Christelle Charlebois, Joanne Haché, Christiane Leclèche et Christine Simard. On vous invite, si vous avez des questions, des commentaires, des suggestions, abusez du REFAD, contactez-nous, on se fera un plaisir de faire circuler l'information à l'équipe TELUC. On vous invite également, si vous désirez obtenir le document, le clavardage intégral et le lien vidéo de l'atelier, contactez refad@sympatico.ca comme c'est indiqué dans le clavardage actuellement. On vous fera suivre le tout dès que ce sera disponible. On vous invite également à remplir les fiches d'évaluation qui ont été remises aux différentes personnes ressources de vos sites respectifs. Alors un gros merci encore une fois et je laisse le mot de la fin à TELUC Montréal, TELUC Québec. Alors, oui. Vas-y, Christiane. Ah, c'est moi qui allais dire, vas-y, Christiane. Bon, d'abord, je pense que au nom de tous les collègues, j'aimerais beaucoup remercier toutes les personnes qui sont restées avec nous pendant cette heure et demie et qui ont posé des questions, partagé des expériences. Pour nous, c'est important parce que tantôt, on nous posait la question, Claude nous posait la question par rapport à la valorisation de notre rôle. Je pense que la valorisation, c'est quelque chose qu'il faut vivre soi-même de l'intérieur. C'est ce qu'on vit solidairement avec les collègues qui remplissent le même rôle que nous à l'intérieur de l'organisation. C'est ce qu'on vit à l'intérieur du service dans lequel on œuvre entre nous. Mais c'est aussi très important pour nous d'être ouverts sur les réalités de personnes qui interviennent comme nous en formation à distance, dans d'autres contextes, parce qu'on est convaincus qu'on peut apprendre de vous autres aussi. Merci. Merci de votre écoute. Alors, merci tout le monde. Bonne fin d'après-midi. Merci encore. Merci. Non, la réponse.